Bonjour, bienvenue tout le monde aux conférences midi de l'Institut d'éthique appliquée. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente Sandra Bélanger, coordonnatrice de l'Institut. Donc, en fait, aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir une conférence midi par quelqu'un, je crois, qui est connu par la majorité d'entre vous. Donc, on a la chance d'avoir Yves Boisvert avec nous, qui est professeur titulaire en éthique et gouvernance à l'École nationale d'administration publique. Il a aussi été professeur invité à l'Université de Montpellier 2 et à l'Université Paul-Cézanne Aix-Marseille 3 ainsi qu'à l'Université de Saint-Denis de la Réunion. Et aussi, il est directeur par intérim là, cette année là, du groupe de recherche en éthique publique du CERGO. Donc, Yves vient nous présenter aujourd'hui une conférence sur la cartographie des systèmes de protection de l'intégrité et de promotion de l'éthique, les indicateurs de référence de l'OCDE. Donc, la conférence va durer environ 1 heure, puis il y aura une période de questions là, jusqu'à maximum 13h30 par la suite. Donc, Yves, je te laisse la parole. Donc, Oui, merci. Bonjour à tous que je ne vois pas. Je vais juste partir mon chrono parce que je ne veux vraiment pas dépasser l'heure qui m'est accordée, peut-être même un peu moins parce que j'ai le goût d'avoir plus une discussion parce que j'ai construit la conférence, je ne dirais pas pour provoquer, mais un petit peu à contre-courant, c'est-à-dire c'est parce que j'ai un irritant que je propose une relecture un peu de l'utilisation que l'on fait habituellement des résultats et des travaux de l'OCDE. Moi, ça fait quand même tout près là, de 27-28 ans là, que j'ai le nez plongé dans le matériel de l'OCDE. Et je vous dirais qu'à chaque fois, je suis un petit peu surpris parce que c'est ma dernière phrase que je vais vous dire, mais après, je vais vous relire. Quand j'analyse l'utilisation des services publics, que les services publics font du matériel de l'OCDE, on est toujours dans une perspective d'utiliser la saveur du jour. Quand ils étaient, donc, la saveur du jour, c'est donc d'utiliser le matériel récent de dernière livraison qui nous fait vite oublier tout le matériel qu'ils ont produit avant, qui devrait être toujours gardé en mémoire lorsqu'on fait une référence aux productions de l'OCDE. Quand on fait l'analyse, l'OCDE marche beaucoup par, je vous dirais, par logique de préoccupation qui fonctionne par des logiques de décennies. Je ne pense pas que ce soit volontaire de leur part, mais on est capable assez facilement de trancher leur corpus et le cœur de leur réflexion par tranche de décennies, c'est-à-dire la décennie de 90 avait commencé un peu en amont, vers les fins des années 80. C'était la lutte à la corruption qui était l'obsession de l'OCDE. Et on l'oublie encore parce que ce n'est pas la corruption des agents publics internes qui était la préoccupation de l'OCDE à l'époque, c'était la lutte à la corruption des agents publics étrangers. Donc, et on se souvient, il ne faut pas oublier, l'OCDE, c'est quand même un organisme de développement économique international. Et cette préoccupation de la lutte à la corruption dans les années 80-90, c'était quand même une préoccupation liée aux volontés de faire du libre-échange, hein, d'ouvrir les grands espaces commerciaux internationaux et de faire effectivement des ententes de libre-échange. Et dans cette perspective-là, ben, il fallait vraiment se préoccuper de la dimension de la corruption des agents publics étrangers, parce que qui dit libre-échange dit effectivement de transactions entre des entreprises, des pays de l'OCDE et des marchés qui, eux, ne sont pas nécessairement des marchés rattachés aux pays membres de l'OCDE. Donc, l'OCDE avait cette préoccupation-là. Arrive ensuite une deuxième vague de préoccupation de l'OCDE, qui est souvent en lien pour la majorité là, des commentateurs qui ont analysé cette deuxième vague-là. La logique de promotion de l'éthique gouvernementale. Cette logique de promotion de l'éthique gouvernementale, elle est surtout liée à la préoccupation de l'OCDE et de ses pays membres, à la mise en place de lois voulant débureaucratiser nos États.
des pays membres de l'OCDE. On rentrait dans une logique où le New Management public devenait la mode, où on voulait justement alléger les approches réglementaires, les approches bureaucratiques. Et donc, il fallait trouver une nouvelle façon de réfléchir la régulation des agents publics. Et donc, se développe en parallèle via le groupe PUMA l'approche de la promotion de l'éthique gouvernementale. Puis, vient à partir de la fin des années 2000, mais surtout le virage 2010 à aujourd'hui, une préoccupation de l'OCDE sur un constat de maintien d'une corruption interne chez les pays membres. Donc, là, on revient à une préoccupation à la corruption, mais qui n'est pas la même préoccupation de celle des années 80-90. C'est une préoccupation sur le constat qu'avant de donner des leçons aux pays non membres, les pays membres de l'OCDE auraient avantage à faire une introspection sur la présence malheureuse effectivement, une présence malheureuse de corruption à l'interne. C'est le virage de l'intégrité. Et quand je parle de la saveur du jour, c'est qu'on constate effectivement que quand je côtoie des responsables d'organisations publiques, des gens du service public, ben, quand on me parle de l'OCDE aujourd'hui, on ne me parle que de l'intégrité, que du rapport de 2017, que du rapport de 2020 sur le diagnostic des risques en matière d'intégrité. Je ne peux pas nier qu'il n'y a pas un intérêt pour cette consolidation du discours en faveur de la protection de l'intégrité du côté de l'OCDE, mais pour moi, il y a un danger qui guette ce virage-là, c'est l'amnésie de tout ce qui avait été fait comme travail à l'OCDE avant ce virage ultime vers la question de l'intégrité des marchés publics, qui devient vraiment un cœur obsessionnel là, dans la littérature de l'OCDE depuis les années 2010. Bien entendu, dans la plupart des pays, il y a des échos parce qu'encore aujourd'hui, on voit à chaque jour des scandales au niveau de l'intégrité de certains agents publics. Nous, on ne peut pas oublier que de 2010 à aujourd'hui, on a eu toute la saga des scandales, des corruptions dans les villes comme Laval et autres municipalités, les inquiétudes autour de la présence de la corruption dans les grands projets d'infrastructure au Québec, etc. La commission Charbonneau s'inscrivait dans cette logique-là de préoccupation en matière d'intégrité. Donc, ce n'est pas anormal, mais pour moi, ça marque quand même une faiblesse. Une faiblesse, c'est-à-dire qu'on oublie toutes les autres stratégies qui pourraient aider encore aujourd'hui les pays membres à atténuer les risques de captation des décisions publiques. Hein? Ça va devenir une donne majeure à retenir du côté de l'OCDE, même si c'est assez tardivement qu'ils vont utiliser cette idée que la préoccupation principale, c'est la préoccupation à l'égard des captations des décisions publiques. Si on fait une analyse, on pourrait dire que c'est dans le fond la question centrale que l'OCDE se pose depuis le début de ses réflexions en matière de lutte à la corruption, en matière d'éthique et en matière d'intégrité. Hein, c'est la grande transversale qui n'avait pas vraiment été nommée, qui est aujourd'hui nommée, c'est-à-dire le détournement de la décision publique au profit d'intérêts particuliers plutôt qu'au profit de l'intérêt public et du bien commun. Moi, ce que j'aimerais proposer aujourd'hui, et je vais le détailler dans les prochaines minutes, c'est quand même un peu revenir à l'esprit des années 90-2000. Plus particulièrement au rapport de 2000 de l'OCDE. Hein, le rapport qui était très, très substantiel, là, d'analyse comparée qu'ils avaient fait, où l'OCDE insistait à l'époque sur l'importance de réunir éthique et intégrité au cœur d'une infrastructure de régulation des comportements.
Donc, c'est un peu cette proposition-là que je vais un peu avancer aujourd'hui, revenir à cette proposition-là en l'organisant d'une façon, je vous dirais, particulière. Bien entendu, le mérite, cependant, du document de 2017, qui n'était pas vraiment, je vous dirais, omniprésent dans la littérature de l'OCDE. L'OCDE parle en 2017 de l'importance de mettre en place un vrai système. Hein, la faiblesse, c'est pourquoi on oublie vite le matériel de 2000, c'est que quand on parlait d'infrastructure de l'éthique, c'était assez, je vous dirais, peu rigoureux, les propositions, les 8 points, les 12 points, là, parce qu'ils ont eu 2 modèles d'infrastructure de l'éthique du côté de l'OCDE. À chaque fois, on se posait la question, est-ce que c'est vraiment ce qui nous est proposé, les 12 ou les 8 points, est-ce que c'est vraiment des éléments d'infrastructure ou c'est des enjeux en matière d'éthique et d'intégrité ou bien c'est des éléments incontournables à intégrer dans la culture? C'était assez flou la posture qu'ils avançaient autour de l'infrastructure. À partir de 2017, là, ils précisent, parce qu'en 2009, ils nous parlaient plus de cadre, d'intégrité. 2017, là, on campe le concept de système. Donc, le système est abordé là, comme une pluralité d'éléments qui doivent interagir de façon complexe, mais cohérente pour atteindre l'objectif commun, c'est-à-dire protéger la décision publique des tentations de captation. Donc, ça, c'est des éléments qui, pour moi, vont être assez importants. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un peu de travailler sur un modèle, un cadre théorique qui nous permettrait d'un peu dépasser les limites apparentes de l'approche séquencée de l'OCDE, c'est-à-dire cesser de regarder par tranche de décennies et essayer au contraire, en déconstruisant l'approche séquencée que l'on fait souvent, parce qu'il y a beaucoup de textes, quand on lit, moi-même, j'en ai déjà écrit sur l'OCDE, où on prend l'approche historique, puis on tombe toujours dans le piège de la dimension séquencée. Moi, je propose de plutôt déconstruire pour reconstruire à partir du matériel des 3 décennies un système, une vision intégrée qui proposerait un vrai système où lutte à la corruption, éthique et intégrité cohabiteraient plutôt que de s'opposer. Très souvent, et les gens du milieu de l'éthique n'ont pas été exempts là, de corporatisme dans cette tension-là. Souvent, on voyait des pro-intégrité versus l'éthique ou les pro-éthique versus l'intégrité. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, tenir encore cette ligne-là, l'éthique que l'éthique, ou la déontologie que pour la déontologie, c'est un débat complètement périmé, dépassé. Moi, j'ai déjà écrit avec ma collègue Magali Jutras qu'on doit être dans une logique de synergie régulatoire et c'est vraiment dans cet esprit-là que je vais proposer l'esquisse de mon modèle. Avec mon ami et collègue Luc Bégin, on a beaucoup travaillé la conceptualisation un peu de l'approche et ce qui nous semble pour nous l'interprétation la plus juste de ce sur quoi on a beaucoup travaillé tous les deux avec d'autres collègues, là, mais surtout tous les deux au cours des 5-6 dernières années, c'est l'idée de ce qui doit être mis de l'avant, c'est un système de protection de l'intégrité et de promotion de l'éthique. Donc, c'est cette proposition-là qu'on remet de l'avant. Je vais vous expliquer que je l'ai testé dans d'autres domaines. Cette fois-ci, je veux le tester avec le matériel uniquement de l'OCDE, voir comment, quand on prend cette logique-là de système intégré, de protection de l'intégrité et de promotion de l'éthique, à quoi on arrive. Vous allez voir dans le PowerPoint qu'on vous a transmis, j'ai voulu le transmettre rapidement, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je n'irai pas dans les détails. Je vais vous laisser lire les détails des éléments du système. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la réflexion du pourquoi en amont, ça me semblait important là, de bien expliquer ces éléments-là. Et par la suite, en aval, je veux qu'on réfléchisse un peu, et c'est là que je vous invite au débat, je veux qu'on réfléchisse sur
les résultats rapides et bruts, là, on ne pourra pas là, détailler tous les résultats de ce à quoi ressemble ce système-là. Et je terminerai en présentant en tout cas, une limite importante qui demeure au cœur de la proposition de l'OCDE et qui met au défi les organisations des services publics à ne pas uniquement se fier à l'OCDE pour développer leur système de protection de l'intégrité et de promotion de l'éthique. Et vous allez voir, je vais dédouaner l'OCDE de cette omission parce que c'est au cœur de la limite est liée à leur mission. Mais je vais inviter les responsables des services publics à dépasser l'utilisation exclusive du matériel de l'OCDE parce qu'on n'arrivera pas à dépasser la limite. Donc, voilà un peu mes objectifs. Si j'essaie de vous définir un peu, avant de rentrer là, dans les détails rapidement, ce que j'entends par système de protection de l'intégrité et promotion de l'éthique, au point de départ, je vous dirais, c'est une approche que j'ai beaucoup élaborée et testée au cours de la dernière décennie de différentes façons. C'est d'abord un cadre qui, pour moi, a émergé de mes diagnostics des risques éthiques. C'est-à-dire, on avait un cadre général et de ce cadre général-là, on a été capable de faire émerger, lorsqu'on arrivait aux stratégies d'atténuation des risques éthiques, à des éléments récurrents qu'on retrouvait dans nos diagnostics des risques éthiques. Il y avait toujours un cadre normatif qui était proposé, il y avait toujours des dispositifs structurels, etc. Je vais y aller en détail un peu après, mais donc, c'est un cadre qui a émergé de ce diagnostic-là. De ces diagnostics-là, j'ai travaillé à élaborer, en collaboration, là, cette fois-là, avec Luc Bégin et mon autre collègue Étienne Charbonneau de l'ENAP, un questionnaire d'auto-évaluation des systèmes pour le tester auprès des organisations. Hein, on a repris l'esprit que je vous présente aujourd'hui. On est revenu aux différentes étapes, là, les différentes séquences de l'OCDE, et on a construit des questionnaires qui nous permettaient d'un peu comprendre quels étaient les éléments des systèmes d'intégrité et d'éthique. On n'était pas encore protection et promotion à l'époque, là, quand on a élaboré ces auto-évaluations-là. Mais en partant du matériel de l'OCDE, on a structuré des questionnaires et de ces questionnaires-là, on a été capable d'organiser à partir, et c'est là qu'on a fait le lien avec les résultats de nos risques éthiques, on retrouvait à peu près les mêmes éléments entre ce qui était proposé par nos acteurs quand on faisait des diagnostics des risques éthiques et ce que les organisations publiques nous disaient avoir développé au cours des dernières années pour gérer les problèmes et d'intégrité et d'éthique. Donc, c'est un peu cet esprit-là. Et le dernier challenge que l'on fait avec le cadre là, que je vais vous présenter, c'est qu'on est en train, dans le cadre d'un CRSH, développé là, avec André Lacroix de Sherbrooke, Luc Bégin et Stéphane Paquin de l'ENAP. On est en train de finaliser là, la rédaction de plusieurs chapitres sur ces systèmes-là et on va à la fin essayer de comprendre les particularités des différents systèmes scandinaves, anglo-saxons, Europe continentale, canadiens, voir est-ce qu'on est capable de retrouver les mêmes éléments structurant un système que ce que l'on peut élaborer quand on s'appuie, parce que le master de base, ça va être l'analyse du matériel de l'OCDE. Est-ce qu'il y a des transversalités de l'OCDE aux différentes composantes nationales ou espaces géographiques post-national. Donc, le cadre en question, j'ai proposé un cadre équilibré. Donc, c'est un système qui repose sur deux cadres. Un cadre de protection de l'intégrité. Ce cadre de protection de l'intégrité-là repose sur 4 éléments. Les éléments normatifs,
les dispositifs structurels ou fonctions spécifiques, les stratégies de gestion, les éléments de culture, donc tout ce qui est rattaché à l'intervention sur le développement de la vigilance pour l'intégrité. Pour ce qui est du cadre de promotion de l'éthique, on revient. Est-ce qu'il y a des éléments dans un cadre normatif qui est proposé? Est-ce qu'il y a des dispositifs structurels ou des fonctions spécifiques qui sont proposés? Est-ce qu'il y a des éléments de stratégie de gestion qui sont proposés? Et dernier point, les éléments culturels, donc tout ce qui concerne l'intervention sur le développement de la sensibilité éthique. Donc, dans la logique, c'est ces deux cadres-là, avec leurs éléments, qui forment le système. Donc, c'est l'approche qui vous est proposée. Rapidement, vous lirez plus en détail tout à l'heure. Je vous ai donné deux définitions. Une définition concernant le cadre de protection de l'intégrité, donc qui sert justement à protéger les décisions publiques des pressions de captation, illégales ou légitimes. Et ça, c'est intéressant parce que nos recherches nous ont démontré que la littérature se penche beaucoup sur les captations illégales. Mais quand on fait une analyse détaillée des scandales ou de la gestion des risques éthiques, il y a beaucoup de pressions de captation qui sont tout à fait légitimes, mais qui sont des menaces directes pour l'intérêt public et le bien commun. Je vous donnerai deux exemples de captation légitime. La première, qui est bien connue là, dans le milieu de l'éthique et de l'intégrité, c'est toute la question du lobbying. Il y a des gens qui peuvent détester le lobbying, mais le lobbying, c'est une approche légitime qui est encadrée par une législation qui engendre des règles, mais c'est une captation qui est tout à fait légitime. Mais on sait que c'est des captations qui, même quand c'est fait selon les règles de l'art, l'objectif ultime du lobbying, ce n'est pas l'intérêt public et le bien commun. C'est de quand même défendre la vision d'intérêt particulier afin que les décideurs puissent intégrer ces intérêts-là dans leur processus décisionnel le moment venu. L'autre exemple de la captation légitime, dans le milieu notamment qu'on retrouve beaucoup dans le milieu municipal, mais on pourrait dire dans d'autres instances là, de gouvernance politique, c'est le clientélisme. Le clientélisme, ce n'est pas quelque chose d'illégal parce que c'est un concept qui est assez large. Quand on parle au milieu politique, ils nous disent mais ça fait partie de la réalité. Si tu veux te faire élire à une élection, tu n'as pas le choix de faire des promesses. Des promesses, puis ce n'est pas illégitime pour un parti politique de faire des promesses, mais en même temps, on sait très bien que le clientélisme, ce n'est pas quelque chose d'orienté en tant que tel directement sur l'intérêt public et le bien commun. Le clientélisme, c'est de répondre à des intérêts particuliers et d'inclure ces intérêts-là dans les processus décisionnels. Avec Luc, dans un projet FQRSC Action concertée qu'on vient de terminer, l'exemple qui était le plus formidable pour illustrer justement ce clientélisme-là, c'est le débat sur le développement du transport en commun sur le territoire de Montréal. Le transport en commun là, de type structurant. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit l'analyse des projets proposés par les partis politiques ne sont pas nécessairement en lien avec la vision que l'organisme, l'ARMT, privilégierait directement au nom de l'intérêt public et le bien commun, dans la mesure où quand on regarde les propositions, chacun des partis politiques a proposé des projets de développement du transport collectif structurant qui avantagent sa clientèle. Hein? Le Parti libéral a proposé un REM qui, au point de départ, privilégiait le West Island et la partie ouest de la rive sud de Montréal, là où le rouge est nettement dominant. Arrive le projet de la ligne rose de la mairesse de Montréal. Quand on fait une analyse assez pointue du métro, la ligne de métro rose qui est proposée, la grande majorité des stations sont dans les comtés
que contrôle son parti politique au niveau municipal. Et finalement arrive le développement du transport collectif, le tramway S au point de départ, là, qui est en train de se transformer en REM Est. On se rend compte que c'est le seul bastion de la CAQ sur l'île de Montréal. Et dans les 3 cas, on pourrait dire que c'est des propositions assez classiques d'un clientéliste. Les 3 cas sont nobles parce que ça défend quelque chose de très positif, c'est-à-dire le transport en commun, mais les propositions, elles, sont de nature clientéliste. Donc, le rappel ici, c'est de faire attention. Les pressions de captation ne sont pas nécessairement toujours illégales, c'est-à-dire la corruption ou les fraudes. Il y a du légitime là-dedans. Et le deuxième point, l'élément du cadre de promotion de l'éthique, c'est les éléments qui favorisent un environnement et une culture de travail qui favorise la culture sensible à l'éthique dans l'organisation et le soutien au développement de la compétence éthique des employés. Donc, c'est ces deux cadres-là qui vont être structurants pour notre système. Très rapidement, parce que je veux aller, on est déjà à 30 minutes, je veux aller du côté de la conclusion. Je vais quand même vous démontrer là, diapo par diapo, mais je ne rentrerai pas dans les détails, à quoi ça ressemble quand on reprend les 8 points, c'est-à-dire les 4 points des 2 cadres, qui font 8 points au total. Ça ressemble donc, quand on regarde donc le niveau, le cadre de protection de l'intégrité, et je reviens à la littérature de l'OCDE, ben, quand on pense en termes de cadre normatif, ce qui nous vient à l'esprit, c'est d'abord la Convention internationale sur la lutte contre la corruption des agents publics étrangers lors de transactions commerciales internationales. Et bien entendu, lié à ça, c'est les législations nationales qui vont donner vie à cette convention internationale-là. On l'a vu au cours des dernières années, comment effectivement le débat qu'on a eu au Canada entre des franges du Parti libéral du Canada à Ottawa au pouvoir, dans le dossier de SNC-Lavalin en Libye. Hein? Dans le fond, le débat, c'était est-ce que oui ou non on applique notre législation que l'on a développée pour rencontrer les standards de la Convention internationale que l'on avait signée. Donc, dans la logique de l'OCDE, c'est les éléments d'un cadre normatif, ils doivent être mis de l'avant, ils doivent être aussi appliqués de façon adéquate par les pays membres. Donc, après la Convention internationale, c'est toute la question d'un cadre juridique limpide et efficace. Le cadre pénal, notamment en matière de délinquance à col blanc, l'OCDE va revenir de façon assez récurrente sur l'importance d'avoir un cadre pénal qui est clair et équitable et qui sanctionne réellement les acteurs liés aux différentes délinquances à col blanc, que ce soit la corruption, que ce soit la collusion ou autre forme de fraude. Ça revient continuellement. Un pays ne peut pas arriver à lutter contre ces fléaux s'il n'y a pas un cadre pénal qui inclut des sanctions très claires. Et dans les sanctions, l'OCDE, au début, était plutôt partisane de la dimension pénale emprisonnement, mais au fil du temps, l'OCDE a beaucoup travaillé suite à un constat incontournable, c'est-à-dire l'un des moyens importants de freiner la corruption, la collusion et la fraude, c'est lorsqu'on s'attaque au portefeuille des délinquants. Donc, c'est toute la question des sanctions financières aussi, confiscation, restitution de bénéfices, etc. Si on continue dans le cadre normatif, des normes détaillées doivent être très présentes au niveau de la déontologie de l'administration publique, donc des cadres déontologiques et disciplinaires pour bien baliser le comportement des fonctionnaires. Toute la question
de la législation et autres types de normes pour protéger les agents publics qui dénoncent, d'autres types de balises législatives, notamment au niveau de la régulation des comportements des lobbyistes et le financement sur les lois et les règles sur le financement des partis politiques. Ça aussi, c'est venu assez tardivement du côté de l'OCDE, mais il y a un constat qui est assez clair. L'une des formes de détournement des fonds publics importants que l'on retrouve dans les pays membres de l'OCDE, et on l'a constaté parce que dans la majorité des pays membres, les plus grands scandales ont toujours été liés avec du financement illicite des partis politiques. Donc, quand on a entendu à la commission Charbonneau, un des deux commissaires, pas être sûr qu'il y avait des liens entre financement des partis politiques et orientation de contrats publics, etc., on aurait eu avantage de relire l'OCDE qui dit, malheureusement, il y a une assez grande évidence que l'enjeu du financement est un enjeu important en matière de captation de la décision politique. Que ce soit illégal ou légal, là, hein, le clientélisme passe aussi par ce financement-là et les démarches aussi légales. Et là, on tombe dans les dispositifs structurels. Dans les dispositifs structurels, ce qui est intéressant, là, on est autour du document de 2009 de l'OCDE. Là, il y a une nuance qui a été faite de façon assez intéressante qu'on doit remettre si on veut travailler d'une logique de système. Pour l'OCDE, en matière de dispositifs structurels, il faut faire à travailler ensemble autant ce qu'eux appellent les instances fondamentales que les instances complémentaires. Rapidement, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pour eux, les pays membres doivent avoir mis en place des dispositifs dont la mission directe est de favoriser la promotion de l'éthique et la protection de l'intégrité. On pense aux différents dispositifs, là, les commissaires à l'éthique et à l'intégrité, des unités permanentes policières de lutte à la corruption, etc. Donc, dans le langage de l'OCDE, ce sont des instances fondamentales que l'on doit retrouver au cœur de notre cadre d'intégrité si on veut avoir un bon système. Du côté des instances complémentaires, ce qui est intéressant, c'est les dispositifs qui n'ont pas comme finalité première la protection de l'intégrité ou la promotion de l'éthique, mais qui, en exécutant leurs tâches et leurs fonctions, ont une incidence indirecte sur cette protection de l'intégrité et la promotion de l'éthique. C'est-à-dire, là-dessus, l'OCDE va beaucoup marcher par logique sectorielle des organisations en disant, un bon service des finances va mettre en place des dispositifs qui vont permettre de limiter ou de contrôler les risques de fraude à l'intérieur des organisations. Les services de ressources humaines vont mettre en place des dispositifs qui vont nous permettre notamment d'éviter certains types d'enjeux en matière d'éthique et d'intégrité, comme des dotations qui ne seraient pas alignées sur la compétence, mais plutôt sur toute autre forme de captation des sélections de dotations. On pense entre autres, moi je donne toujours l'exemple parce que ça m'avait marqué, quand on était à la ville de Laval, on nous disait toujours, si vous voulez comprendre l'organisation lavalloise, vous devez comprendre l'arbre généalogique de la ville et non pas l'organigramme de l'organisation. Parce que la grande blague, c'était que les dotations étaient faites par les réseaux familiaux ou les réseaux politiques ou les réseaux de complicité sur le territoire. Donc, pour l'OCDE, ça veut dire que les dispositifs étaient défaillants en matière de ressources humaines, etc. Donc, bien entendu, les services d'approvisionnement ont un rôle majeur, on va le voir, là, en matière d'éthique et d'intégrité, etc., services d'informatique. Toujours dans les dispositifs structurels, l'OCDE va recommander de mettre en place deux types d'instances importantes, des instances de prévention
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs dont le mandat, je pense à l'UPAC notamment, dont le mandat, ou le BIG à Montréal, mais aussi le BIEL à Laval, vont intégrer le volet préventif avec leur volet enquête. Donc, la dimension d'instance, ça peut être des instances de prévention pure, mais très souvent, on peut retrouver cette dimension d'instance de prévention à l'intérieur même d'un dispositif qui est plus englobant. Des instances de coordination, ça, l'OCDE parle de la coordination depuis très, très longtemps. L'OCDE a toujours insisté sur ce volet-là. Il ne peut pas y avoir un bon cadre, il ne peut pas y avoir un bon système s'il n'y a pas des instances qui vont coordonner. Et ça a toujours été un talon d'Achille. Même l'OCDE revient dans certains de ses rapports en disant que les pays membres ont toujours un petit peu manqué de rigueur dans la mise en place de centres de coordination. On a beaucoup délégué, le modèle québécois notamment en matière de répondants en éthique. C'est un modèle qui, nous, on avait écrit dans les années 2004 que la grande faiblesse du dispositif du réseau des répondants, c'était le peu de coordination et la délégation, l'extrême décentralisation, c'est-à-dire un centre minime et un transfert hyper important avec peu de suivi de ce réseau de répondants-là, alors que si on avait été là, un peu plus appliqué là, dans le respect de l'esprit de la coordination de l'OCDE, on aurait été dans un modèle, dès le départ, beaucoup plus de déconcentration. Sans être de l'hypercentralisation, on aurait pu avoir un modèle déconcentré plutôt qu'un modèle hyper décentralisé. Donc, on aurait eu une coordination en parallèle avec le respect d'une certaine autonomie des ministères et organisations. Donc, c'est un peu la logique de coordination défendue par l'OCDE. Voilà des dispositifs structurels. Là, je vais aller un peu plus vite. Les mécanismes de surveillance, dispositifs de gestion des dénonciations, ça émerge, ça devient aujourd'hui un classique dans la littérature en matière de protection de l'intégrité et de promotion de l'éthique, mais on sait très bien que ça n'a pas été un classique depuis si longtemps que ça. La loi québécoise, elle est très récente. Notre volonté de donner à la protectrice du citoyen le mandat de gérer et d'appliquer le cadre de cette loi-là est très récent. À Ottawa, ça fait un peu plus longtemps. Donc, ça devient aujourd'hui un incontournable sur lequel l'OCDE aussi, on peut remarquer que depuis 10 ans, l'OCDE en fait un dispositif aujourd'hui incontournable. Mais avant les années 2010, c'était beaucoup plus rare que l'OCDE venait sur cette question-là. Quand je parle d'indicateurs de l'OCDE dans mon titre, ce sont ces éléments-là qui deviennent des incontournables. Quand l'OCDE en fait un élément structurant, la majorité des gouvernements ou des instances de régulation du service public commencent à consolider leur intégration à ce niveau-là. Les stratégies de gestion, là, je vais aller très vite parce qu'il y a tellement de choses. Ce qui va être une bonne nouvelle, vous allez le voir, c'est les stratégies de gestion qui sont, et ça, c'est peut-être ma grande surprise parce que autant je l'avais vu partout, l'importance des stratégies de gestion, mais avant de complètement décomposer, recomposer le corpus de l'OCDE, je ne pensais pas que l'OCDE aussi insistait autant sur ces stratégies de gestion. Et c'est la donnée majoritaire dans son domaine de protection de l'intégrité. Donc, l'OCDE va faire la promotion de stratégies transversales de protection de l'intégrité, ce qui est quand même assez important parce que ça va à l'encontre des modèles de gestion par silo. Donc, l'OCDE va vraiment s'inscrire dans une logique où la gestion par silo va être considérée comme un style de gestion favorable aux inconduites, alors que la gestion transversale, elle, va atténuer la possibilité de développement de ces délinquances à col blanc-là. L'OCDE va beaucoup encourager l'utilisation, ce que les politiciens, ils vont appeler ça les instruments avec raison, parce que les spécialistes des sciences politiques ou de la politique, de la sociologie de l'action publique
vont dire les instruments de politique publique doivent être de plus en plus et utilisés de façon beaucoup plus adéquate pour influencer directement l'action des acteurs. Donc, les instruments, ça va être, ça sera une stratégie drôlement défendue par l'OCDE. L'importance des processus. Et là, c'est intéressant parce qu'on rentre dans un débat paradoxal, parce que dans le New Management public, on n'était pas si friand que ça de la logique des processus. On voit bien que l'OCDE revient à la logique des processus. Les processus, avec la lourdeur qui vient avec, a le mérite néanmoins d'être beaucoup plus dans une logique de standardisation et d'encadrement de plusieurs types d'opérations. Donc, l'OCDE, en revenant à la promotion des processus dans les stratégies de gestion, revient un peu à ce qu'elle va considérer être les bons outils qu'avaient développés nos bonnes vieilles bureaucraties. Et là, on revient d'un certain clash avec, parce que l'OCDE, on ne peut pas se le cacher, a été l'organisation phare de promotion du New Management public. Et là, c'est comme si on revenait un petit peu à une modération à ce niveau-là en revenant à ces éléments-là. Avoir des politiques et des lignes directrices claires, nettes et précises, notamment pour bien baliser les relations entre le public et le privé. Ça aussi, c'est une donne qui devient très importante à l'OCDE à partir des années 2000. Et là aussi, c'est important parce qu'on est dans une ligne qui pourrait sembler paradoxale, parce que l'une des dimensions phares du New Management public, c'était justement de rapprocher à un point tel qu'on devenait dans une nébuleuse le privé et le public. On se souvient des PPP, on se souvient d'une augmentation de la délégation de gestion des services publics par le secteur privé, là, vraiment une gestion d'intérêt public, etc. L'OCDE, à partir du milieu des années 2000, insiste beaucoup, soyons clairs, la relation public-privé est importante, mais c'est la zone à risque la plus importante au niveau de l'intégrité. Il est donc nécessaire d'avoir des politiques et des stratégies de gestion de cette interface-là. Donc, ne jamais oublier, et je dois bien vous avouer que l'approche de Mme Jérôme Forget dans les années 2000 n'était pas très by the book avec cette recommandation de l'OCDE. Je ne peux pas dire qu'il y avait un grand souci quand on analyse là, la grandiloquence des discours faits par Mme Jérôme Forget à l'égard de la vision exceptionnelle et la qualité et la productivité du privé qui était pour aider le public à s'en sortir. Il y avait peut-être une sous-estimation du risque dans ces relations-là. Je pense que Mme Jérôme Forget aurait dû relire à ce niveau-là certains passages de l'époque de l'OCDE. Donc, on continue. Ça aussi, c'est intéressant, les bonnes conditions d'emploi. On le néglige souvent, mais ça, dès les années 90, l'OCDE disait sans bonnes conditions d'emploi, il ne faut pas s'étonner que certains agents publics puissent être tentés par des propositions de facilitation de la fraude, de complicité en matière de corruption et autres types de délinquance. Les conditions d'emploi ont toujours été importantes. Et on l'a vu, je ne veux pas revenir, vous allez dire je suis obsédé par Mme Jérôme Forget, mais on ne peut pas dire que depuis les grands discours de Lucien Bouchard sur le déficit zéro, ensuite avec Mme Jérôme Forget et plusieurs autres qui ont suivi, que les bonnes conditions d'emploi ont été une priorité de nos gouvernements. Ce qui a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup d'exodes de nos experts dans le privé et on se retrouve avec une fonction publique souvent mal pourvue en matière d'expertise de pointe. Et ça, l'OCDE va dire, si vous payez votre ingénieur public à moitié du salaire ou aux 2/3 du salaire du réseau privé, ne soyez pas étonnés que vous n'ayez peut-être pas l'élite de l'élite. Donc, il faudrait peut-être revoir certaines conditions d'emploi
et un traitement un peu plus aligné. Donc, politique de dotation, etc. Je vais un peu plus vite. En matière de stratégie de gestion, j'ai une diapo complète, là, mais c'est probablement le domaine sur lequel les stratégies de gestion sont les plus détaillées du côté de l'OCDE. C'est effectivement un volet complet que l'OCDE a développé parce que pour l'OCDE, le nerf de la guerre pour protéger l'intégrité des décisions publiques, c'est de protéger l'intégrité des marchés publics. Les marchés publics, c'est ce qui est de plus attrayant pour les entreprises privées à conquérir. Donc, à ce niveau-là, on a une obligation de bien protéger les marchés publics. Et on sait très bien que des stratégies comme le gré à gré et autres types de stratégies, bien, ça affaiblit de façon très, très importante l'intégrité des marchés publics. Des propositions de projets de loi, comme on a vu l'été dernier, d'accélération des procédures, l'allègement de certaines règles pour faire des appels d'offres de marché public ou de donner des contrats, ben ça nous démontre que nos gouvernements n'ont pas encore complètement intégré l'importance d'être vraiment obsédés par cette protection de la gestion de l'intégrité des marchés publics. C'est quelque chose qui est central. Dans les stratégies de gestion, c'est les diagnostics des risques pour l'intégrité. L'excellent document, je vous invite à regarder du côté du document de 2020, donc de tout récent là, de l'OCDE. Mais on ne parle pas une fois d'éthique dans ce document sur l'intégrité. Et il y a des sections, cependant, sur des stratégies de détection des risques de corruption. On continue. Je vais aller. Donc, vous voyez toujours un peu, au niveau de la culture, on va beaucoup travailler dans le volet intégrité sur la formation, la sensibilisation et le leadership pour que la culture du service public repose sur des préoccupations importantes en matière de protection de l'intégrité des marchés publics et des décisions publiques. Par exemple, là-dessus, on a un excellent exemple au Québec, l'excellent programme de formation mis en place par le BIG à Montréal, donc le Bureau d'intégrité de la Ville de Montréal. On a là vraiment l'exemple parfait de la dimension culturelle là, sur laquelle on veut développer beaucoup de formation dont l'objectif est de déclencher très rapidement les processus de suspicion d'irrégularité du côté de la fonction publique montréalaise. Donc, on travaille beaucoup dans ce modèle-là. Vous avez la chance là, de le regarder de façon un peu plus détaillée. Du côté du cadre de promotion de l'éthique, vous allez voir, c'est beaucoup plus modeste. C'est modeste, mais ce n'est pas complètement absent. Au contraire, l'OCDE, au niveau du cadre normatif, va, depuis les années fin 90, être un partisan. L'OCDE va beaucoup défendre l'importance d'avoir des codes de conduite et des énoncés de valeur pour donner des références éthiques claires et applicables. L'OCDE va défendre l'importance d'avoir des normes en matière de gestion des après-mandats. Hein, on est toujours dans la logique de l'interface public-privé quand on travaille la question des après-mandats. L'OCDE, pour cette organisation-là, c'est essentiel d'avoir des politiques et d'autres types de normes pour bien baliser ça. Dans les dispositifs structurels, un organisme de coordination, bon, il y a des gens qui le savent. Moi, je défends de façon là, assez importante l'idée que l'on devrait avoir au Conseil du Trésor là, une équipe beaucoup plus structurée pour coordonner le réseau des répondants de façon plus intégrée, avec des orientations plus précises. Moi, je pense que l'équipe du Conseil du Trésor devrait justement jouer un rôle beaucoup plus important en matière de coordination. Je sais que ce n'est pas de leur faute et ils le savent que je le sais, mais je pense que dans la reconfiguration du réseau de répondants en éthique, c'est une chance de réfléchir à cette logique de coordination.
On défend du côté de l'OCDE l'importance d'avoir des instances particulières en matière de la gestion de la démarche en matière d'éthique, que ce soit le répondant qui devienne un petit peu l'instance interne à chacun des ministères et organismes, ou que ce soit un comité plus large qui s'en occupe. L'OCDE dit il n'y a plus de raison aujourd'hui que par-delà les organes centraux, les ministères ou organismes n'aient pas eux aussi des instances particulières qui gèrent le dossier de l'éthique. L'importance d'avoir des fonctions conseils à l'intérieur des ministères et organismes et des instances de promotion de l'éthique. Avoir un plan stratégique pour développer, là, eux parlent d'infrastructure de l'éthique. Moi, je le remplacerai, ce mot-là, mais j'ai essayé d'être fidèle avec eux. Je le remplacerai par le terme cadre de l'éthique. Donc, mais il faut un plan stratégique. Et moi, je suis toujours très surpris quand on me demande conseil dans des organisations et que je dis, bien, il vous faut un plan stratégique. C'est comme si c'était presque une insulte à l'éthique de parler le langage de la gestion dans le dossier de l'éthique. Mais moi, je reviens, l'éthique, à l'intérieur des organisations, c'est un dossier qui doit être géré comme tout autre type de projet que l'on met en place dans une organisation. Ça prend un plan stratégique pour donner des orientations logiques et cohérentes à ce qu'on va faire dans l'ensemble de la démarche. Donc, moi, je pense qu'il faut revenir. Moi, j'ai souvent fait le combat contre certains de mes collègues éthiciens et experts en éthique pour qui c'était presque du blasphème de parler le langage de la gestion quand on abordait la question de l'éthique ou de dire que ben, l'éthique, c'est un instrument essentiel à la bonne gouvernance des organisations publiques parce qu'on instrumentalisait l'éthique. Moi, là-dessus, moi, je ne suis pas de cette école-là. Moi, je pense que l'éthique, c'est un projet important, structurant et déterminant dans la bonne gouvernance, mais il faut accepter que ce soit un projet parmi d'autres à l'intérieur d'une programmation gouvernementale. Processus ben voilà. Si on continue, les conditions d'emploi font aussi partie du volet éthique. Et ce qu'il y a de plus important du côté de l'éthique à l'OCDE, c'est beaucoup le volet, je vous dirais, socialisation. Donc, le volet culturel. L'OCDE va beaucoup mettre de l'avant des éléments en matière de socialisation, ce qu'on va appeler les interventions sur le développement de la sensibilité éthique dans les organisations publiques. Donc, toute la question du leadership éthique et de l'engagement politique, ça, c'est toujours paradoxal. Je reviens au projet qu'on a fait, Luc et moi, et d'autres collègues là, en matière sur notre FQRSC, Action concertée sur les grands projets d'infrastructure. Ce qui nous a toujours renversé et étonné, c'est de voir à quel point le politique est un acteur majeur dans l'amplification de la fragilité de l'intégrité de nos services publics. Mais comment aussi, c'est des acteurs, je ne vous dirai pas où, mais dans certaines organisations que l'on a rencontrées, c'est les acteurs qui sont le moins intéressés à suivre les propositions de formation qui sont données en matière d'éthique et d'intégrité. Et ça, là, tu te dis, oh, là, on est vraiment dans un clash important parce que pour l'OCDE, le leadership éthique du service public commence par l'engagement politique. Et je n'ai pas besoin de vous dire comment les scandales politico-administratifs interpellent souvent, notamment dans le milieu municipal, les plus hautes sphères politiques de nos municipalités. Donc, moi, je pense là-dessus, il y a un gros déficit. Là, il y a du travail à faire au niveau du leadership éthique et de l'engagement politique. Donc, si on continue, il y a toute une question là, de différentes stratégies de socialisation, toute la question de la valorisation des valeurs du service public, la valorisation des valeurs professionnelles des différents experts du service public. Ce qui est intéressant dans une partie de la littérature en matière d'éthique, c'est comment l'OCDE fait de l'éthique je vous dirais, une des pierres d'assises du principe de bonne gouvernance du service public. Donc, l'interface
bonne gouvernance et éthique est indissociable à ce niveau-là de façon importante. Donc, voilà un peu, c'est là qu'on se rend compte que, contrairement à ce qu'on pourrait avoir comme intuition, l'OCDE n'a pas, quand on le regarde dans l'ensemble, été négligente dans ses préoccupations en matière d'éthique. On le retrouve surtout au niveau de la socialisation, mais c'est quand même une place qui est assez importante. Dans ma conclusion, puis après, je veux qu'on ouvre la discussion, je vous ai fait un petit bilan très rapide là, si on regarde juste mes diapos qui sont une synthèse extrême d'un texte qui va faire partie du prochain livre qu'on va publier, mais qui lui-même est une synthèse de la littérature de l'OCDE. Mais si on revient juste à notre diapo, on se rend compte que 12 diapos qui interpellent le cadre de protection de l'intégrité. Le point fort repose sur les stratégies de gestion, qui représentent quand même 50% des diapos en matière d'intégrité. Ça, c'est intéressant et important parce que ça envoie un message. Ce n'est pas parce qu'on a un dispositif qu'on peut s'arrêter et se croiser les bras. Ce n'est pas parce qu'on a un répondant en éthique qu'on peut dire ben, tout est fait, ou un répondant en intégrité plutôt, ou un commissaire à l'intégrité qu'on peut dire ben là, on arrête de travailler sur ce volet-là. Du côté de l'éthique, on a 8 diapos, donc un écart, mais pas si important. Mais cependant, il y a moins d'éléments dans chacune des diapos. Donc, c'est ce qui fait que c'est un 8, mais un 8 faible, alors que le 12 est un 12 fort. Et on remarque que là aussi, 50% du nombre de diapos du cadre de promotion de l'éthique sont à un seul niveau, c'est-à-dire au niveau de l'élément socialisation culture. Donc, vous voyez bien comment, dans chacun des 2 éléments de cadre, il y en a un qui représente quand même 50% du reste, chacun à sa façon. Donc, c'est assez intéressant. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne une indication. Dans cette logique-là, moi, je suis capable d'affirmer que si on essaie d'illustrer à quoi ressemble le système de protection de l'intégrité et de promotion de l'éthique de l'OCDE, ça ressemble un peu à ça, une roue de vélo, mais on est plus proche du flat bike que du vélo de course parce qu'effectivement, la zone caoutchouteuse de notre roue de vélo qui représente dans le fond le volet protection de l'intégrité l'emporte sur le volet des rayons qui supportent la roue et qui effectivement représente la promotion de l'éthique. Moi, je pars toujours du principe, c'est-à-dire plus vos rayons sont courts et absents, plus, si vous voulez protéger votre intégrité, l'espace d'intégrité doit s'élargir. Et sinon, si vous maintenez un espace de protection de l'intégrité mince, sans l'accompagner d'un espace de promotion de l'éthique important, bien, vous allez vous trouver en situation de fragilité importante. Et ma conclusion, et c'est là que je vous dis, bien, je vais protéger l'OCDE avant de pitcher, de faire la critique, puisque ce n'est pas de son ressort. C'est parce que l'OCDE ayant d'abord et avant tout une mission économique, peu importe ce qu'elle regarde, c'est toujours sous la lorgnette économique qu'elle le regarde, y compris là, quand c'est ses grandes études sur la scolarisation et les systèmes éducatifs. Il y a toujours la logique économique qui est derrière ça. On ne peut pas se cacher que l'ensemble de sa proposition en matière d'éthique et d'intégrité porte exclusivement sur les enjeux liés à la captation des décisions publiques orientées sur le trésor public. Ça veut dire sur la question des deniers publics. Dans le domaine de l'éthique, on sait très bien que les enjeux en matière d'éthique ne peuvent pas se limiter uniquement aux décisions publiques liées à la question de la gestion du trésor public. Hein? On sait, en matière d'éthique, c'est un domaine qui est majeur, très important. Protéger les marchés publics, c'est très important, mais ça ne peut pas être le seul domaine en matière d'éthique. Quand je regarde la littérature, que je regarde les recherches de certains de mes collègues, plus spécialisés dans d'autres domaines que l'intégrité des marchés publics, on se rend vite compte qu'on ne peut pas faire l'économie
des enjeux et des risques liés au climat de travail. Je pense à Lise Langlois et ma collègue et amie Lise, qui s'intéresse beaucoup à cette question-là. C'est une dimension centrale et importante du domaine de l'éthique de nos organisations. On n'a qu'à penser. Moi, je fais toujours à chaque session un forum d'actualité avec mes étudiants et je mets en ligne de façon régulière au fil du temps les dossiers prioritaires en matière d'éthique organisationnelle. Et une des donnes majeures je dirais, des 12 derniers mois en matière d'éthique des organisations publiques, c'est les cas de harcèlement moral et psychologique et des cas de harcèlement sexuel. On l'a vu dans plusieurs grosses organisations, notamment notre cher ex-gouverneur général du Canada, comment c'est un enjeu qui devient de plus en plus central dans les réflexions en matière d'éthique de nos organisations publiques. Et le deuxième volet, qui est un volet qui est quand même aussi hyper important en matière d'éthique du service public, c'est les enjeux et les risques liés à la prestation des services. Je donne 2 exemples ici qui sont hyper d'actualité, toujours dans mon forum. Moi, pour travailler assez souvent avec le milieu policier, on a vite compris que quand on travaille avec le milieu policier, aujourd'hui, s'il y a un enjeu sur lequel on ne peut pas lésigner, c'est le débat sur le racisme systémique dans le domaine policier, qui est lié à la question de la prestation des services. C'est l'équité de traitement, plutôt l'inéquité qui est l'enjeu. Toute la question du respect, les questions de dignité. On l'a vu dernièrement dans le dossier Camara, tous ces éléments-là s'y retrouvent dans le débat. Mais on a aussi l'autre exemple qui est d'actualité avec le triste bilan des morts dans nos CHSLD avec la pandémie. Comment, effectivement, la négligence de plusieurs dossiers ont engendré des risques importants en matière de prestation de services, des débats comme l'isolement, toute la question de dignité. À chaque fois que moi j'entends parler, heureusement mes parents sont toujours à domicile parce que quand j'entends parler des bains qui se donnent 1 fois par semaine, par 10 jours ou par 2 semaines, on est obligé de faire des tollés publics pour avoir des bains plus réguliers, on est dans un vrai débat en matière d'éthique du service public, selon moi. Et l'OCDE n'a pas de réponse. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les organismes publics qui veulent traiter le dossier de l'éthique ne peuvent pas avoir comme source unique le matériel de l'OCDE. Ils doivent sortir de l'OCDE pour aller colmater les brèches sur les autres dimensions. Voilà, je m'arrête ici. C'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.